Merci Madame la Présidente. On est au cœur du débat, effectivement, concernant l'emploi des travailleurs, travailleuses dits seniors. Et il me semble qu'il y a trois éléments sur lesquels il faut revenir. D'abord, j'ai bien entendu notre collègue, M. Ferracci, tout à l'heure, avoir un terme intéressant, nous dire le projet lève une contrainte. Enfin, l'âge légal n'est pas une contrainte en France. Personne n'est obligé de partir au moment de l'âge légal. L'obligation, c'est 67 ans dans le public, 70 dans le privé, où on peut être d'office mis à la retraite. Donc, il n'y a absolument aucune question de contrainte qui serait levée. Il y a au contraire une liberté qui est rognée avec votre projet. Deuxièmement, vous nous dites que lorsqu'on oblige les seniors à travailler plus, eh bien, certains travaillent plus. D'accord. Enfin, ça me paraît une tautologie quand même qui n'a pas sa place dans nos raisonnements. Et heureusement que le taux d'emploi augmente lorsqu'on force les gens à travailler plus longtemps. Il ne manquerait plus qu'ils baissent. Ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas touchés travailleraient encore moins. Donc, à partir du moment où il y a un seul senior pour lequel ça marche, oui, le taux d'emploi augmente. Ça me paraît pas très intéressant comme résultat. Enfin, vous proposez de effectivement regarder le taux d'emploi, et je pense qu'il faut le regarder de manière un peu plus fine. Il faut le regarder par catégorie socio-professionnelle. Qu'a-t-on vu durant la réforme de 2010? Que du côté des cadres, il y a eu une très légère hausse du maintien en emploi, puisqu'on parle de maintien et non pas d'accès, parce que les gens sont déjà en emploi. Donc en fait, on se réjouit qu'ils ne soient pas licenciés, super. Donc les cadres ont eu un maintien en emploi, tandis que les ouvriers et les employés, eux, ont connu une hausse du chômage beaucoup plus forte que la hausse de l'emploi, 3 fois plus forte. Donc dès lors, vous avez ici une machine à précariser. Et la question qui nous est posée, qui est morale, c'est est-ce qu'un emploi vaut un chômeur? Est-ce qu'un emploi vaut une personne dans la pauvreté? Moi, je pense que non. Vous pensez que oui. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Et évidemment, j'encourage nos collègues de Renaissance à retirer leurs amendements lorsqu'ils sont répétitifs. Mais si je rebondis sur cet amendement-là, c'est effectivement par souci de vouloir aborder tous les sujets importants, et l'emploi des seniors en est un. Et l'amendement que propose notre collègue Pierre n'a absolument aucune forme de rigidité. Au contraire, on sait bien, toutes celles et tous ceux, et je sais qu'il y en a ici sur tous les bancs, qui ont participé à des négociations syndicales, sont au courant que le fait d'imposer un thème de négociation, comme on a des obligations annuelles sur les salaires, sur l'égalité femmes-hommes, etc., le fait d'imposer une thématique dans une négociation, c'est un point d'appui pour que la négociation ait lieu. Parce que des négociations ouvertes sur tous les sujets, sans aucun objectif, sans aucune thématique qui sont imposées en amont, n'a jamais débouché. Donc, il me semble que la proposition que fait Pierre Dharréville ici, proposition de bon sens, qui peut donner un peu d'effectivité et d'opérationnalité à un texte qui, sinon, n'en aura pas. Donc, moi, si j'étais macroniste, ce que je ne suis pas, mais si j'étais macroniste, je me ruerais avec enthousiasme sur cet amendement pour me dire, enfin, une disposition qui aurait du sens dans ce texte. Donc, Monsieur Clouet, vous avez demandé la parole. Tout à fait, Madame la Présidente, et je vous remercie beaucoup de me la donner. Alors, cet amendement, je pense qu'il a plusieurs vertus. Le premier, c'est qu'il nous rappelle à quel point les indicateurs sont politiques, et donc en cela, déjà, il mérite évidemment notre considération et son examen attentif. Le fait que les indicateurs soient politiques, on l'a largement vu dans la discussion, puisque on s'est rendu compte depuis 1 heure qu'on ne sait toujours pas ce qu'un travailleur senior. C'est quand même un peu dommage lorsqu'on fait un index qui leur est destiné, mais ça nous rappelle à quel point il faut de la précision chiffrée dans tout ce sur quoi on travaille. On veut parler de l'emploi des seniors, mais on ne sait pas exactement non plus ce qu'est l'emploi des seniors. Alors, on ne sait pas ce que sont les seniors, on ne sait pas ce qu'est leur emploi. Est-ce que l'emploi, c'est un nombre de contrats signés? Est-ce que c'est une différentielle entre entrée et sortie? Est-ce que c'est la masse salariale? Est-ce que c'est l'effectif à un moment donné dans l'année? Et si oui, à quel moment dans l'année? Est-ce que c'est le nombre de salaires versés? Est-ce que c'est le nombre d'heures de travail déclarées? Bref, tout est ouvert sur ce sujet. Et je pense que l'excellent Arthur Delaporte est en train d'essayer d'apporter quelques réponses que nous essayons d'avoir depuis maintenant des heures. C'est dommage de ne pas les avoir plus que ça. Et d'autant plus que ce qu'il y a de très fort dans l'amendement, c'est qu'il nous rappelle que les bonnes pratiques qui sont ainsi décelées, le cas échéant, même si on n'y croit pas, on n'y croit guère, mais l'espoir fait vivre, ces bonnes pratiques seront communiquées au ministère et à Pôle emploi, permettant la diffusion soit par les politiques territoriales et nationales de l'emploi, soit directement par l'intermédiaire du service employeur auprès du patronat qui interagit avec le service public d'emploi. En somme, cet amendement met le doigt sur les faiblesses de l'index, si je puis dire, qui en l'état est quand même plus un lobby de la photocopieuse, puisqu'on va reprendre les mêmes rapports d'année en année en changeant des justifications, plus que véritablement une intervention politique sur les pratiques patronales. Très bien. Madame Panosyan-Bouvet. Je voudrais revenir sur l'intervention. Oui, Madame la Présidente, évidemment, en soutien
de cet amendement, puisqu'on peut voir l'index que vous nous proposez de deux manières. Soit il vise à relancer le secteur des ramettes de papier, donc première hypothèse, en imprimant des documents qui n'ont pas beaucoup de portée, qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, j'entends des voix à mes côtés, mais qui sont peut-être trop soupçonneux par rapport à la minorité présidentielle. Soit on veut que cet index, malgré toutes les imperfections, les défauts et même les malfaisances qu'on a pu évoquer depuis le début, ait tout de même une portée politique, ne serait-ce que minime. Et dès lors, l'amendement que propose notre collègue ici a un rôle important, puisque si on évalue une personne, qu'elle soit physique ou morale, est-ce qu'on peut s'imaginer de ne pas rapporter l'évaluation ni à un barème, ni à une note minimale permettant de savoir ce qui se passe dans l'organisation en question, savoir ce qui se passe par rapport aux autres organisations comparables. C'est exactement comme dans un système scolaire, universitaire, où on est amené à évaluer, et l'évaluation, elle traite la personne concernée et celles qui sont à côté. Et c'est triplement important d'adopter cet amendement, parce qu'il concerne la collectivité, capable de comprendre ce qui se joue en dessous de l'index de l'entreprise considérée, pour les salariés de l'entreprise, en capacité de comparer ce qui arrive sur leur site par rapport à leurs collègues dans d'autres entreprises, et d'opérer ainsi une lecture croisée de leur index avec les autres, et pour l'employeur lui-même, qui est en capacité de se situer de manière patronale vis-à-vis de ses homologues. Et par ailleurs, ça vient aussi répondre à une question sous-jacente, qui est de savoir qui va traiter cet index, parce que on a 60 000 index qui vont sortir régulièrement, c'est quand même un nombre assez considérable. J'imagine qu'il n'y aura pas un bureau à Bercy de personnes qui vont s'occuper de les lire nuit et jour pour essayer de les traiter. Déjà, nous, 3 000 amendements, ça semble beaucoup à certains. Alors, 60 000 index, vous imaginez le truc. Donc, il s'agit aussi d'avoir une forme de simplification de l'index lui-même, de son objectif, de son usage. Et puis, finalement, nous ne pensons pas que ce soit l'employeur qui soit forcément le mieux placé pour expliquer pourquoi il s'est planté. Ça permet aussi à l'inspection du travail de s'en saisir, à la direction régionale de l'économie, emploi, travail, solidarité, etc. Donc, quelque part, adopter cet amendement, c'est donner un sens à quelque chose qui n'en avait pas et simplifier quelque chose qui était beaucoup trop complexe. Bien. Alors, Monsieur Clouet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je trouve un peu intrigante, effectivement, la réponse à plusieurs égards. D'abord, puisque vous nous dites que l'existence d'un indicateur impliquerait qu'il soit forcément rempli, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire on peut avoir dans plein de moments des indicateurs qui existent. C'est les cas des différents rapports sociaux qu'on a pu évoquer depuis le début de la soirée. Par exemple, l'égalité femmes-hommes, eh bien, elle s'applique aussi s'il n'y a pas de femmes ou s'il n'y a pas d'hommes. Simplement, vous remplissez à la case femme, par exemple, 0, ou à la case homme, 0, ce qui permet à l'indicateur d'avoir un sens, même en l'absence de choses à indiquer. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément d'impossibilité majeure en l'égard. Par exemple, ici, dans la commission, on classe les amendements par groupe politique, mais en RN, on met 0. Vous voyez, c'est pareil. C'est-à-dire l'indicateur existe, mais ce n'est pas parce que l'indicateur existe qu'on est obligé de le peupler derrière. Donc, il n'y a pas forcément de difficulté. Après, sur le sens même politique de l'amendement de nos collègues socialistes, c'est quand même, je pense, très important d'avoir les CSP, d'avoir les catégories socio-professionnelles, parce qu'on sait que c'est une dimension, multidimensionnelle. Il y a à la fois le revenu, il y a le diplôme, il y a le lieu de vie, bref, il y a l'ensemble des conditions sociales d'existence, et en cela, distinguer ouvriers, cadres, artisans, agriculteurs, etc., c'est un moyen d'affiner la politique publique telle qu'elle sera menée là, et de donner, là aussi, un sens à des choses qui, sans cela, n'en auraient pas. Monsieur Clouet, vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, effectivement, on a une série de problèmes auxquels l'amendement de notre camarade Guedj apporte des réponses. Notamment, on le dit depuis le début, en l'occurrence, l'index est quand même discuté sur le pouce ici, alors qui pose une série de problèmes majeurs. Mais si on parle retraite dans le cadre de ce projet, c'est normal et c'est même nécessaire d'avoir une vision précise des carrières, des trajectoires professionnelles des salariés au moment de l'entreprise, en matière, comme le propose Jérôme Guedj ici, d'âge des travailleurs, de sexe et de caractère plus ou moins continu, discontinu de leur carrière. Parce que c'est là-dedans, même si j'ai bien compris que certains ne veulent pas discuter salaire, alors on va discuter retraite sans parler de financement. Bon, c'est un peu comme parler de portefeuille sans parler du contenu, mais admettons, si on ne prend pas en compte dès le début, par le biais de cet index, l'âge, c'est-à-dire les perspectives d'évolution de carrière, l'inscription d'une convention collective et les ambitions de formation éventuelles. Si on ne prend pas en compte le sexe, c'est-à-dire les inégalités salariales qui coûtent très cher à la CNAV notamment, puisqu'on rappellera que c'est 5 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer par une politique d'égalité salariale. Et si on ne prend pas en compte le caractère continu de la carrière qui vient
via le biais de la décote et les trimestres manquants, amputer largement les pensions, notamment des femmes, mais également de certains hommes travailleurs, eh bien, on ne comprend pas comment on peut apporter des réponses en termes de financement du régime de l'assurance vieillesse. Donc l'amendement de notre camarade Guedj, à la fois éclaire les politiques des entreprises et en même temps constitue un outil pour être en capacité d'améliorer ce qui pourrait être amélioré en matière de CNAF. Quant à M. Cato, il nous met un index, certes, mais enfin, c'est quand même étonnant de nous expliquer que c'est à cause de la gauche qu'existerait un texte dont on ne veut pas, contre lequel on se bat, qu'on aimerait bien démanteler petit bout par petit bout, pendant que vous écrivez 2 amendements une fois toutes les 48 heures, et encore, apparemment, il faut vous mettre à 40 pour le faire. Si on est sur la question de l'organisation... s'il vous plaît. Bah oui, tout de même. Derrière moi, c'est le bazar, là. Alors, si jamais on... Non, mais je sais que ça n'a pas duré. C'est le moment de l'installation, il n'y a pas de problème, il y a un sas d'arrivée. Alors, sur la bonne tenue des débats, M. Maillard a tout à fait raison, mais je pense qu'on est d'accord entre nous pour dire que ce n'est pas qu'une question de forme, mais aussi de fond. D'abord, la structure du texte, bon, on ne l'a pas choisie. D'ailleurs, je vais vous avouer que si on avait dû l'écrire nous, il n'y aurait pas la même chose dedans, ni la même structure. Mais c'est pas grave. Et en revanche, il faut quand même bien voir que nous, on accorde beaucoup d'estime à votre texte et à son contenu. Et c'est bien la raison pour laquelle on a envie d'en discuter chaque ligne et chaque article. Parce qu'il nous semble qu'il est très intéressant. Il permet de poser des questions qui sont fondamentales pour l'avenir du pays. Et je trouve dommage qu'il faille l'opposition pour prendre au sérieux un texte aussi important et vouloir le discuter. Vraiment, nous, ce que vous produisez, ce que vous écrivez nous intéresse énormément. Et je pense que ça intéresse vraiment le pays entier et qu'il faut prendre le temps de le discuter. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que le temps est limité. Mais là aussi, c'est au-delà de nos forces de pouvoir l'élargir. Alors, sur l'amendement, puisqu'une intervention, évidemment, se rapporte toujours à un amendement, je venais en soutien à ceci, puisque cette question de l'information, elle est fondamentale. Et c'est sans doute ici un des points aveugles du texte qu'on discute. On le sait, l'accès à la formation professionnelle, il est inégalitaire. Il est d'autant plus fréquent que l'entreprise est de grande taille et que les salariés ont déjà des diplômes. Et l'enjeu derrière est énorme. C'est un enjeu de qualification, donc de connaissances dans la vie quotidienne et de capacité à transmettre ces connaissances à ses proches. C'est une question de qualification, donc de salaire, donc de convention collective. Bref, ce qui se joue là, c'est la capacité des salariés à tout simplement disposer d'un pouvoir d'agir qui me paraît plus garanti par la reconnaissance des qualifications que par je ne sais quel index dont on ne comprend toujours pas très bien qui est touché et quelles seront les conséquences effectives sur le monde du travail. Oui, Monsieur Clouet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que cet amendement, il est là aussi important parce qu'il pose une question qui anime depuis longtemps cette commission, et y compris durant différentes alternances. C'est le rapport entre la règle au niveau national et la règle au niveau des branches. Et ce rapport, il est fondamental parce que la base de notre démocratie sociale, c'est le principe de faveur, à savoir le fait que les branches sont couvertes par un texte de loi. Et en étant couvertes, elles permettent de l'améliorer uniquement, mais jamais d'y déroger pour le moins 10 ans. Ici, un des risques que pose cet index senior, c'est finalement qu'il permette d'être vidé de son sens par des négociations de branches qui auraient un rapport concurrentiel d'une branche à l'autre, chacune essayant de tirer vers le bas le peu de bénéfices dont on pourrait retirer de l'index senior. Finalement, ce qui se joue ici, c'est de savoir si l'index senior ne servira juste à rien ou sera néfaste. Je préfère qu'il ne serve à rien. Cet amendement, je viens évidemment en soutien pour 2 raisons. La première, c'est bien entendu parce qu'il tente de donner un peu de substance à cet index toujours aussi fantomatique. Deuxièmement, c'est parce que pour ce faire, il propose de revenir, en tout cas de conditionner, donc de revenir partiellement sur les exonérations de cotisations sociales. Cette politique qui est menée dans notre pays depuis plus de 30 ans et qui n'a toujours pas fait ses preuves. Enfin, si, elle a fait ses preuves en termes de ruine pour les budgets sociaux et pour les comptes publics, puisqu'on sait bien que désormais, elles ne sont plus que partiellement compensées par l'État. Donc, elles coûtent cher à la sécurité sociale, ces exonérations, elles coûtent cher aux caisses d'assurance vieillesse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles apparemment nous sommes là, puisque vous voulez trouver 12 milliards. En l'occurrence, nos collègues vous en proposent 66. Il me semble que le rendement est assez bon. Pour un petit bout de papier, 66 milliards, ça rapporte. Et on est dans une situation qui est d'autant plus paradoxale que les volumes d'exonération de cotisations sociales sont supérieurs à l'impôt sur les sociétés. Donc, on paye les entreprises au final pour produire. Ça me semble quand même très étonnant dans ce pays de devoir leur verser plus en exonération que ce qu'elles rapportent en impôt sur les sociétés. Alors, je sais que sur le plan global, vous êtes favorable aux exonérations de cotisations sociales et on ne va pas forcément mener un débat général. Ici,
on propose de les circonscrire légèrement, faire en sorte que dès lors que la société au sens l'entreprise, l'établissement, maltraite les travailleurs seniors ou expérimentés en son sein, eh bien, le bénéfice des exonérations ne soit pas conservé. Ça me semble extrêmement raisonnable et peut-être une voie pour faire enfin cette co-construction que nous espérons toutes et tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cet amendement, il est évidemment de bon sens et évidemment utile, puisqu'il se situe, et malheureusement, on va avoir un peu de redite, en amont d'un contrôle. Il s'agit de donner des moyens supplémentaires, à la fois en termes de connaissances, en termes de capacité d'intervention, en termes de compréhension de la situation, en amont d'un contrôle. Et faire ça en amont, ça permet à la fois d'améliorer l'aval, c'est le principe de l'amont et de l'aval, généralement il y a un lien logique entre les deux, être meilleur pour préparer le contrôle, c'est avoir un contrôle plus efficace, plus opérationnel et qui fait gagner du temps. Et franchement, l'inspection du travail, bah non, c'est pas déjà le cas. Bah, il n'existe pas l'index, ça peut être le cas. Bon, donc, une fois que vous avez des informations en amont qui existent, l'inspection est en capacité de mieux structurer, de mieux organiser l'intervention sur le terrain. Donc, il s'agit de gagner du temps pour les professionnels et de savoir où jeter l'œil, où regarder dans le monde de l'entreprise. Bref, d'avoir des contrôles sur pièce et sur place qui sont tout simplement plus efficaces et plus rentables en termes de contrôle de la légalité, de la conformité. Cet amendement est assez étonnant, me semble-t-il. Bon, outre des questions rédactionnelles, c'est-à-dire qu'en français on dit cotisation patronale et non pas charge, mais je laisse de côté ce point-là. Le fond même consiste à nous dire qu'au nom de l'accès à l'emploi des seniors, on va retirer des ressources à la Caisse nationale d'assurance vieillesse par le biais des diminutions de cotisations. Et c'est quand même assez paradoxal d'être réunis ici parce que le gouvernement nous dit qu'il manque des milliards et d'en arriver à la conclusion qu'une des solutions serait de retirer d'autres milliards, peut-être, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc nous ne croyons absolument pas à cette solution, a fortiori appliquée aux salariés de 55 ans ou plus, qui ont des salaires 50% plus élevés que les jeunes en moyenne, et donc sont plus gros contributeurs en termes de cotisation à la CNAV. Donc c'est une forme de double privation de ressources pour l'assurance vieillesse. Or, évidemment, les salaires supérieurs à 3 666 €, dont je ne doute pas que vous nous soutiendrez lorsque nous essayons d'élargir la cotisation déplafonnée à ce niveau-là. Donc, si les seniors ont un prix, c'est parce que la valeur a un prix en tant que tel, et se pose la question du coup de comment favoriser leur accès à l'emploi pour celles et ceux qui le souhaitent, puisque à nouveau, le droit de partir à la retraite n'est pas l'obligation de liquider sa pension. Et à notre sens, mieux vaut empêcher les licenciements, mieux vaut dissuader par le biais de surcotisation les entreprises, établissements de se séparer des salariés d'un certain âge et accompagner les sites vers l'amélioration, l'augmentation de la productivité, qui passe essentiellement par la sécurisation des parcours des personnes et la sécurisation dans l'emploi pour limiter les accidents du travail qui, à cet âge, occasionnent des incapacités beaucoup plus régulières.